Depuis quelques semaines maintenant, l'immigration est sur la bouche de tout le paysage médiatique. Les journalistes et les politiques font de l'immigration un sujet évident et naturel. Il ne poserait de problème que sur les moyens à mettre en œuvre pour le résoudre. Vraiment beaucoup plus de sécurité ou juste beaucoup plus de sécurité. Dans ce brouhaha médiatico-politique généralisé, la position libérale, modérée et progressiste est largement invisibilisée. Comment en est-on arrivé là? Et qu'est-ce que le spectre sans cesse agité de la crise politique a eu comme effet dans tout ça? C'est ce que nous allons voir dans ce décryptage politique pour Blast. Gérald Darmanin soutient un projet de loi sur l'immigration depuis un bon moment déjà. Il l'a annoncé fin juin 2022, après les législatives. Ce texte traîne sur le bureau de l'exécutif depuis longtemps et a souvent refait surface dans le débat public. Macron avait annoncé plusieurs fois le découpage ou le report de cette loi immigration après la débâcle des retraites. Il y aura bien une loi immigration, il y aura sans doute plusieurs textes immigration et ils arriveront dans les prochaines semaines. Et 9 mois plus tard, le texte a finalement été sérieusement remis à l'ordre du jour. Il a été soumis au Sénat, qui l'a modifié en profondeur, et il a ensuite été soumis à l'Assemblée, qui l'a refusé par une motion de rejet préalable. Elle n'a même pas discuté du fond de la réforme. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. Cette motion de rejet, déposée par la députée NUPES écologiste Cyrielle Châtelain, a été adoptée à quelques voix près. Les médias et les politiques ont fait une interprétation particulière de ce rejet par l'Assemblée nationale. C'est une victoire du RN et des LR, d'après eux. Les deux partis ont alors monopolisé l'attention médiatique et sont parvenus à imposer leurs questions et leurs problématiques sécuritaires. Mais quand on regarde le décompte des voix de cette motion de rejet, les rapports de force sont bien différents. La NUPES a donné 141 voix, alors que l'alliance RN-LR n'a donné que 127 voix. C'est donc la NUPES qui a initié le processus et c'est elle qui a le plus contribué au vote de cette motion. Et pourtant, les résultats politiques et médiatiques en sont à l'opposé. Loin de faire avancer les points de vue progressistes, cette passe d'armes a permis à la droite de renforcer son emprise sur l'exécutif. Le mardi 19 décembre au soir, le projet de loi a été adopté largement par le Sénat et l'Assemblée, après les travaux de la commission mixte paritaire réunie par le gouvernement les 18 et 19 décembre. Je vais mettre aux voix le projet de loi tel qu'il est issu de la commission mixte paritaire. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186. L'Assemblée nationale a adopté. Et la séance est suspendue. Les groupes Renaissance, Modem, LR et RN ont soutenu la loi en nombre. 349 députés se sont exprimés favorablement au projet. Alors évidemment, cette convergence nationaliste et sécuritaire vient de la droitisation manifeste du camp macroniste. Mais une petite rengaine médiatique avait vu le jour à la suite de la motion de rejet. Sans qu'on s'en aperçoive, elle a opéré le déplacement de l'arène médiatique sur le terrain de la droite extrême, facilitant l'adoption finale du texte. Donc on est dans une crise politique majeure. Bien sûr qu'il y a une crise politique. Bon, comment on en sort de toute cette histoire et de cette crise, Alain Duhamel? Si l'on suit le discours dominant, elle serait advenue parce que le gouvernement aurait essuyé un refus du Parlement. La droite l'a dit. C'est un échec pour le gouvernement, un échec pour le président de la République. C'est l'échec vu en même temps. Le gouvernement l'a dit. Vous ne leur proposez que le blocage de nos institutions. La gauche l'a dit. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de pouvoir qui est extrêmement profonde. Ça semble ainsi une vérité révélée de la politique française. Il y aurait une crise politique majeure si le gouvernement était désavoué sur une petite loi sans grande importance objective. C'est bien de poser des textes, de faire des tribunes, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est l'efficacité et les actions concrètes sur la capacité à apporter des solutions ou des réponses aux Français sur un certain nombre de sujets sur lesquels le RN s'est positionné depuis longtemps. Et les commentaires vont bon train. La France serait devenue ingouvernable. Beauvau aurait même brandi la menace de la dissolution. Hier, Beauvau nous disait que si cette motion de rejet était adoptée, ça acterait le fait que l'Assemblée ne peut plus travailler ensemble, qu'il n'y a plus de compromis possible. Comprenez entre les lignes qu'il faut maintenant aller à la dissolution. Et je peux vous dire, Laurence, que depuis le peu de temps que la motion a été adoptée, le mot dissolution, on l'a déjà beaucoup entendu ici à l'Assemblée nationale. Les éditocrates ont alors rapidement fait le rapprochement avec la 4e République et son instabilité politique permanente. Ça ressemble beaucoup à la 4e République. C'est la 4e République. Mais oui, instabilité. On va venir. Et c'est là qu'on voit qu'ils sortent tous des mêmes écoles et ont les mêmes références trop rapidement survolées à Sciences Po. Ils se complaisent dans des affirmations superficielles mais présentées comme une vérité historique.
En réalité, les situations sont, à tous égards, incomparables. Tout sépare cette passade immigrationniste et la 4e République. Si la 4e République a bien été un régime politiquement assez instable, cette instabilité était surtout gouvernementale. Il y avait beaucoup de démissions des gouvernements qui changeaient régulièrement. Ils démissionnaient vraiment et les alliances politiques changeaient vraiment. La seule instabilité que connaît aujourd'hui le gouvernement ne résulte plus de l'action ou de la volonté du Parlement, mais du bon vouloir capricieux du président. Les ministres, et la première en tête de file, sont devenus des fusibles à changer quand la pression devient trop forte pour l'Élysée. Cette comparaison permanente du second quinquennat Macron à la 4e République n'est que le témoignage de la conception que cette éditocratie se fait de la démocratie. Le désaccord et la négociation sont l'expression d'un dysfonctionnement. La démocratie française ne fonctionnerait pas dans la recherche d'un accord, mais dans l'imposition unilatérale d'une volonté présidentielle toute puissante. Ils sont si étrangers à la négociation démocratique qu'elle est pour eux la marque d'un régime malade. Ce moment est la preuve à qui la cherche de la puissance des schémas mentaux que la société fabrique et impose à ses membres. Alors que le gouvernement n'est pas plus près de la démission qu'en mars 2023, la fois où il a vécu la censure au plus près, les médias et politiques ne parlent plus que de cette crise. Pour justifier cette monopolisation politico-médiatique, ce consortium idéologique avance un argument imbattable. Les sondages disent que les Français veulent les mesures de cette loi. Nos compatriotes, je le remarque, plébiscitent les mesures du projet de loi. Et on nous répète à l'envi cette même rengaine que les Français veulent plus de mesures et plus d'actions. Bref, plus de fermeté. La fermeté, la fermeté et la fermeté. Mais cette volonté des Français est largement fabriquée par les médias. Elle est à la fois objectivement fausse, trompeuse et confuse. Fausse parce que cela fait des années que la géographie, la statistique et la sociologie ont montré que les affirmations à l'emporte-pièce des politiques étaient infondées. Que non, les causes de la violence sociale ne sont pas vraiment liées à l'immigration, mais à la précarité et à l'exclusion sociale, comme l'avouent les services mêmes de Matignon. Trompeuse parce que, comme Paloma Moritz l'a rappelé, en réalité, les Français sont très mal informés sur l'immigration. Confuse enfin, parce que contrairement à ce que le consensus voudrait faire croire, les Français, eux, ne sont pas très au clair. Si certains sondages les montrent favorables à une fermeté sur l'immigration, d'autres montrent qu'au contraire, ils sont favorables à la régularisation des sans-papiers dans de mêmes proportions. On a régulièrement des mêmes scores, aux alentours de 65% de Français qui sont favorables à la régularisation des travailleurs sans papier. Les Français sont satisfaits majoritairement que le texte a été voté. 70% des Français satisfaits. Ils estiment à plus de 40% que c'est un texte équilibré. Comme d'habitude, les sondages sont des miroirs aux alouettes, des outils bien commodes pour faire parler le peuple quand on n'a qu'une seule envie, qu'il se taise et qu'il obéisse. Malgré ces objections de fond sans cesse répétées, on nous présente malgré tout l'immigration comme un non-sujet et même plus une réalité. Il faut regarder le réel. Et donc il ne peut ne pas faire plaisir à certains, mais moi je considère que mon travail, comme celui d'un reporter ou d'un journaliste, c'est de regarder le réel, voir ce qu'on voit et dire ce qu'on voit. C'est ce que j'essaye modestement de faire. Cette objectivation de leur délire migratoire leur permet de montrer une solution évidente à un problème qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. La solution est alors toute trouvée. Il faut un compromis, sous-entendu, vers la droite. Vous dites qu'il vaut mieux un texte à droite plutôt que pas de texte. C'est la position qui résulte des débats. Nous repartons du texte de la majorité sénatoriale. Durci. C'est la démocratie parlementaire. Certains y mettent encore moins de sous-entendus. Un compromis doit se faire et doit être ferme. Nous devons et nous pouvons trouver un accord et un compromis sur ce texte de loi immigration. Il n'y a pas un de nos compatriotes, pas un, qui comprendrait qu'en raison de jeux politiciens, nous ne soyons pas capables de nous mettre d'accord sur un texte de loi qui rétablit la fermeté en matière de contrôle des flux migratoires. Sans que personne ne s'en rende compte, la discussion a continuellement glissé. Elle est passée du bien fondé de la loi elle-même, que la principale opposition contestait, à la question de savoir qui de Macron, LR et RN avait la meilleure loi. L'instrumentalisation de la crise politique a été centrale à cette stratégie. En concentrant le débat sur la crise politique, le gouvernement et ses éditocrates ont pu directement attaquer les réserves du RN et des LR en les accusant de faire des manœuvres politiciennes incompréhensibles pour les Français. Bref, d'être les fauteurs de crise. Je pense qu'ils ne comprennent pas vraiment l'intérêt de cette petite manœuvre politicienne. L'accusation a fait mouche et les LR ont dû s'en défendre. C'est pas avec la gauche qui va pouvoir prendre des mesures de fermeté, c'est évidemment avec la droite. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté la motion de rejet. Non pas pour allier nos voix à aller aux écologistes ou à la NUPES, mais parce que nous voulions dire au gouvernement que c'est avec nous et à nos conditions qu'il faut qu'il travaille. Le tour était joué.
Ils ont ainsi marginalisé du débat toute la gauche, qui n'a jamais été vue comme une interlocutrice sérieuse. On voit bien que la négociation, comme ça avait été déjà le cas depuis le début avec ce texte, c'est d'abord exclusivement avec la droite. Et donc ça indique le sens dans lequel ils veulent conclure cette CMP qui évidemment ne nous convient pas. Il n'était plus question de discuter de la réalité des affirmations sur l'immigration, alors qu'elles sont cruellement trompeuses. Dès lors, cette loi n'a plus été qu'une grande fête nationalo-sécuritaire où Darmanin a pu passer pour un modéré. La loi de la République va permettre d'avoir des régularisations. Même François Mitterrand en 1981 n'avait pas mis dans la loi les régularisations des métiers en tension ou de quelconque sans-papiers. Pour la première fois dans l'histoire de la République, nous allons interdire à des mineurs d'être dans des centres de rétention administratifs. Nous allons offrir à tous les étrangers des cours de français gratuitement et obliger l'employeur à pouvoir prendre ses cours pendant les heures de travail. Offrir des titres de séjour aux gens qui dénoncent ces marchands de sommeil et sanctionner ce que vous n'avez jamais fait, les employeurs qui organisent des filières d'immigration illégale. Les forces réactionnaires ont ainsi fabriqué de toutes pièces une crise pour justifier le durcissement de la discussion et une droitisation de la loi. Il n'était pas question de l'abandonner, ça les Français ne l'auraient pas compris. En retour, cette mise en crise de la situation a permis de fabriquer une solution à un problème qui ne se posait pas et a justifié l'alliance Macron-LRN pour voter un texte toujours plus répressif. Au fond, dans cette affaire, ce qu'on y voit, c'est le double visage de la triangulation macronienne. La théorie de l'exécutif est d'aller se battre sur le terrain du RN pour ne jamais lui laisser le champ libre. En réalité, on en vient presque à se demander si ce n'est pas l'inverse. Si au fond, cette théorie de la triangulation macronienne n'a pas été inventée pour justifier une droitisation toujours croissante de l'exécutif qui continue à se présenter comme centriste et progressiste alors qu'il s'aligne avec une constance qui inquiète sur la ligne frontiste. L'histoire tend malheureusement à se répéter et nos années 20 commencent de plus en plus à ressembler à celles du siècle dernier et présager un futur inquiétant et brutal. Il ne faut pas oublier que les fascismes de tous les pays ont été soutenus par les élites industrielles et bourgeoises pour conquérir le pouvoir, et souvent en fabriquant des crises et instabilités politiques afin de masquer leur convergence idéologique toujours plus forte. Face à ce constat, il vous reste l'information. Les médias indépendants, comme Blast, demeurent un quatrième pouvoir qui refusera de céder au fascisme rampant. Avec votre soutien, nous pourrons continuer à tenir bon. Merci et à bientôt.